Donc, bonjour à tous au webinaire. On va attendre quelques minutes le temps que les spectateurs nous rejoignent. On se donne jusqu'à 18h03. Après, je vais démarrer la session. On va démarrer. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire X-Food, qui est le premier de cette nouvelle série de webinaires sur le thème de l'année 2021, qui est déjà bien avancé d'ailleurs l'année, sur les protéines animales et en particulier ce soir sur l'impact des protéines animales sur la santé. Je vous présenterai l'activité d'X-Food et ensuite le déroulé de ce webinaire. J'ai l'honneur d'avoir quatre éminents intervenants, des spécialistes chacun dans leur domaine. Vous voyez sur votre écran. Donc, je suis un des membres du bureau de X-Food. Je vais vous faire une présentation rapide de ce think tank. Le think tank a été monté par des polytechniciens, mais il n'est pas ouvert qu'à des polytechniciens. On accepte aussi d'autres personnes. Notre mission est d'éclairer les controverses sur les sujets de l'alimentation, parce qu'on s'est rendu compte que l'alimentation, c'est un sujet très, j'allais dire, tripal. Il y a beaucoup de controverses et beaucoup d'émotions et beaucoup d'histoires derrière l'alimentation. Et on sentait le besoin d'éclairer un peu tout ça, d'éclairer les messages qu'on entend avec des preuves scientifiques. Et il y en a beaucoup, et des scientifiques très, très pointus sur ces sujets-là. Et le deuxième sujet, qui est notre deuxième mission, c'est de promouvoir les innovations. Voilà, beaucoup de choses se passent dans le secteur de l'alimentation, de l'agroalimentaire. Et notre rôle là-dedans, et ce n'est pas l'objet de ce soir, mais d'autres conférences, est de promouvoir toutes ces innovations. Alors, les valeurs que nous prenons au sein de X-Food et qui sont aussi dans les webinaires qu'on propose, c'est une éthique et une indépendance de pensée. On n'a pas de parti pris. On va au fond des choses en partant des faits. On est bienveillant, c'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord, et c'est même ça qui fait avancer le débat. Et puis, on a une approche holistique. On pourrait avoir une approche sujet par sujet, tel type de protéine ou tel autre, et vous le verrez tout à l'heure. En fait, le sujet des protéines va au-delà de la simple protéine, parce qu'il faut aller regarder ce qui se passe au niveau des régimes alimentaires. X-Food est ouvert à tous, donc comme je vous l'ai dit, sur la droite de l'écran, vous avez le mail de contact, et puis on est présent aussi sur LinkedIn. On a une page LinkedIn où on poste régulièrement des nouvelles, que ce soit les synthèses de nos travaux ou des travaux par ailleurs qui valent le coup d'être partagés. Alors l'année dernière, vous avez dû le voir peut-être, certains d'entre vous, on avait fait un thème sur, le thème de l'année dernière, c'était sur gaspillage alimentaire. On avait étudié toutes les étapes de la production agricole jusqu'à la consommation. Et on a fait un rapport, et puis même un outil de modélisation du gaspillage alimentaire qui est disponible. Contactez cette adresse mail-là et on vous enverra tout ça. Alors, le thème 2021, je vous le partage. Je vous l'ai dit, c'était les protéines animales. On l'a découpé en 4 parties. La première, fait l'objet de webinaire de ce soir, c'est l'impact sur la santé. Le deuxième, l'impact environnemental. Vous avez sans doute entendu parler beaucoup des émissions de gaz à effet de serre des animaux. Ensuite, le troisième thème sera l'impact économique et sociétal. Et puis le dernier thème, qui est plutôt lié d'ailleurs à des innovations, c'est les alternatives aux protéines animales. Alors bien sûr, il y a les protéines végétales et puis il y a toutes les nouvelles innovations qui arrivent sur le marché.
Les dates que vous avez en bas sont les dates prévisionnelles, elles n'ont pas encore été confirmées. Donc, inscrivez-vous à Xfood et puis on vous enverra les dates définitives. Alors, le sujet de ce soir, protéines végétales ou animales. Alors, on a mis sciemment opposé les deux. En fait, c'est pas une bonne chose parce que la réponse n'est pas binaire, c'est pas soit l'un ou soit l'autre. C'est pas moi je mange de la viande, je suis pas végétarien, les végétariens c'est des nuls, ou l'inversement, ceux qui mangent de la viande sont des barbares. La réponse n'est pas aussi binaire que ça, en fait, comme dans tous ces sujets d'alimentation, même des sujets scientifiques de manière générale. Il faut aller un peu plus dans le détail et la réponse, elle est mesurée. Et en plus, la réponse n'est pas la vraie pour différents types de populations, n'est pas vraie selon votre physionomie, votre état de santé. Et donc, les spécialistes de ce soir vont nous éclairer tout ça. Ils sont au nombre de 4. Alors, nous avons Nathalie Hutter-Lardot, qui est nutritionniste. Elle a fondé l'agence Évidence Santé, spécialiste de la communication nutrition et santé, parce que on le verra, on peut avoir de la connaissance, mais l'essentiel, c'est que cette connaissance soit diffusée au sein de la population et des décideurs. Elle a développé un call center nutrition et gestion de crise. Elle fait du conseil en health marketing. Elle nous expliquera peut-être ce que c'est. Et elle fait la formation de salariés de prescripteurs sur la santé. Elle a été l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'alimentation et la nutrition. Notre deuxième intervenant est Didier Raymond de l'INRAE, de l'unité de nutrition humaine. Il travaille sur l'évaluation de la qualité des protéines, composition en acides aminés, digestibilité, vitesse de digestion, peptides bioactifs, etc. Je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'il nous expliquera tout ça. Il travaille sur l'impact des procédés de transformation des aliments sur la qualité des protéines, parce qu'on parle beaucoup effectivement de ces procédés qui ont mauvaise presse, effectivement. Il travaille aussi sur le métabolisme des acides aminés dans l'intestin et le flux d'acides aminés entre les organes. Ensuite, François Mariotti, qui est professeur de nutrition à AgroParisTech. Il travaille sur les fondamentaux de la nutrition, la physiologie, la biologie, et puis sur la relation en termes de santé publique. Il dirige une équipe de recherche commune entre l'INRAE et AgroParisTech sur les relations entre consommation de protéines animales et végétales et la qualité de l'alimentation. Il travaille notamment sur l'analyse de données. On connaissait l'expérimentation in vitro, l'expérimentation in vivo. Et le professeur Mariotti est spécialisé dans la modélisation in silico. Le terme est de lui. Il préside aussi le comité d'experts spécialisés nutrition de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Et il a notamment participé à la révision des repères PNNS. Il nous expliquera ça tout à l'heure. Et puis, si vous googlez professeur Mariotti, vous verrez qu'il est souvent sollicité par des journalistes ou des associations pour des conférences ou des discussions, de même que les autres intervenants d'ailleurs. Et ensuite, j'allais dire last but not least, Jean-Michel Le Serre, qui est chef du service nutrition et activité physique et directeur médical du Centre de prévention santé et longévité de l'Institut Pasteur de Lille. Il est spécialiste en endocrinologie des maladies métaboliques. Il est auteur de près de 900 publications médicales et scientifiques et d'une vingtaine de livres dans le domaine de la nutrition, du diabète, du cholestérol et de l'obésité. Je vais citer certains de ses derniers ouvrages. La viande, un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. J'imagine que ce n'est pas aucun de ceux-là, peut-être. C'est peut-être un peu. En tout cas, c'est ni passionnément ni pas du tout, peut-être. Deuxième ouvrage, Connaître son cerveau pour mieux manger. Le cholestérol décrypté, nutrition des enfants, arrêtons de faire n'importe quoi. Et le surpoids, est-ce que c'est dans la tête ou dans l'assiette? Voilà. Si vous voulez en savoir plus, on enverra un mail ou on publiera sur LinkedIn sur les différents ouvrages des intervenants. Voilà. Je vais laisser la parole à Nathalie. Nathalie, c'est moi qui passe votre présentation, je crois. Tout à fait. Et puis, si les autres intervenants, vous pouvez couper la caméra, c'est pour une histoire de flux. De qualité de flux. Zoom, partager l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation? Enfin, la présentation de Nathalie, je crois. C'est bon, Nathalie? En tout cas, moi, je la vois. Donc, tout le monde la voit alors. Donc top chrono. J'avais 5 minutes pour poser le contexte donc, sur les priorités pour mieux manger. Donc, je suis Nathalie Hutter-Lardot. Donc, je me définis comme nutritionniste et surtout gourmande. Ça fait plaisir à Jean-Michel, je pense. J'ai fondé l'agence Évidence Santé. Avec mes équipes, on apporte les preuves
pour permettre aux entreprises en fait de réaliser, d'opérer la transition alimentaire de façon durable, c'est-à-dire avec vraiment des éléments tangibles scientifiquement. Slide suivant. Aujourd'hui, il se trouve qu'une bonne partie de la population, hein, plus ou moins importante, mange trop et mal. Trop parce que les portions ont complètement explosé ces dernières années. La densité de notre alimentation également s'est renforcée. Et puis, on a vraiment baissé notre niveau d'activité physique. Donc, forcément, ça a engendré une prise de poids. On mange mal, entre guillemets, je le mets, c'est-à-dire qu'on est passé d'aliments bruts à des aliments ultra transformés, remplis d'un certain nombre de substances dont peut-être à long terme, l'accumulation pourrait poser des problèmes de toxicité. Voilà. Ce qui fait qu'on a eu quand même un fort succès des applications qui nous donnent des notations des produits, sachant que ça ne résout absolument rien, hein, parce qu'on peut être gros en mangeant des produits sains, c'est-à-dire que ce sera la quantité et pas la qualité. Par contre, en fait, tous ces produits, peut-être, hein, et là, ça va être aussi l'objet des présentations suivantes, modifient certains signaux dans notre cerveau, modifient certaines choses au niveau de notre microbiote et peut-être modifient notre appétit via la sensation de satiété. Slide suivant. Alors pourquoi? Pourquoi? Probablement parce qu'on manque de repères depuis ce même nombre d'années, à partir du moment où on a commencé à prendre beaucoup de poids, parce que justement, c'est corrélé à le tout à volonté, le tout à disposition, voilà, j'appelle ça le all include. C'est-à-dire qu'on peut manger ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, à des prix qui peuvent être accessibles en fonction de notre budget. Mais en parallèle, l'éducation n'a pas pris le relais. Quelle éducation, hein, l'éducation, on verra après, n'a pas pris le relais, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des apports qui sont largement supérieurs à nos besoins. Alors malheureusement, comme on le disait aussi en intro, on n'a pas toutes fait des études de nutrition. Il faudrait 2 ans quand même pour au moins faire un BTS diététique. On n'apprend pas à l'école la diététique, parce qu'on ne sait peut-être pas l'endroit, mais en tout cas, on n'apprend pas à l'école les aliments. Et donc, on ne sait pas calculer nos besoins. On n'a absolument on n'a pas conscience, hein, pour la plupart d'entre nous, quel est le niveau de nos besoins. Pourtant, il y a un calcul, hein, parce que nos besoins, c'est personnel, ça dépend de notre âge, de notre sexe, de notre taille, de notre poids actuel d'ailleurs, si on est un homme ou si on est une femme, donc on peut le calculer. On le multiplie par un facteur qui en fonction du niveau d'activité physique que l'on a. Alors, sachant que modérément actif, c'est du sport 4 à 6 fois par semaine, hein, donc je rassure tout le monde, on est plutôt tous sédentaires. Et puis, on définit comme ça le nombre déjà de calories, c'est-à-dire l'énergie dont on a besoin pour faire tourner la machine. Donc, on n'en a à peu près aucune idée, hein, quand on pose la question, sauf pour ceux effectivement qui ont certaine conscience un peu. Et puis, il y a en dessous, ce que je vous ai mis, c'est l'échelle, hein, du nombre de calories pour nos aliments qui part, moi j'aime bien parler de la tomate jusqu'à l'huile, qu'elle soit d'olive, qu'elle soit de noisette, elle est 100% végétale. Elle est donc 100% de lipides, donc elle est 900 calories pour 100 grammes versus les végétaux comme la salade, la tomate qui sont entre 10 et 50. Et puis, vous voyez que plus les aliments sont transformés, plus les calories par portion explosent. Et quand on a mangé une pizza qui fait 1200 calories, on a plus de la moitié de ses apports. Donc, c'est là où il y a un petit couac. Donc, on a d'une part pas conscience de ce qu'on a besoin et on n'a pas conscience de ce qu'on ingère. Donc, slide suivant. Malheureusement, il faudrait avoir conscience de ça, c'est-à-dire comment ces 2000 calories doivent être réparties. Et donc, il faudrait avoir un logiciel 3D quand on fait ses courses pour savoir que c'est mieux en 4 repas. 4 repas un peu espacés pour éviter que notre glycémie fasse du yo-yo, ce qui donne une certaine répartition de l'énergie au cours de chacun des repas. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la pizza à 1200, donc le dîner, si on est à 600, on a fait fois double, donc on aura beaucoup de mal à compenser. Ensuite, il faut répartir dans les fameux nutriments. Il n'y en a que 3. Enfin, il y a un 4e, c'est l'alcool, mais il n'y en a que 3 qui apportent de l'énergie. C'est les lipides, les protéines et les glucides. Et quand on varie notre alimentation, on a le stock de vitamines, minéraux, antioxydants qui n'apportent pas de l'énergie au premier sens du terme, c'est-à-dire l'énergie en joules, mais qui apportent tout ce qui est nécessaire à la vie.
Et donc, malheureusement ou heureusement, en fait, j'ai envie de dire, on n'a pas ce logiciel, on n'a pas fait ces études-là. Donc, finalement, si on, se réfère au triptyque français, entrée, plat, dessert, pour un repas, on gère bien sa satiété, on gère bien la variété parce qu'on va pas manger toujours la même chose et je dis que c'est pour ça que le repas, alors, à la française parce qu'on est très chauvin, mais le repas de manière générale, bah, c'est un moment d'éducation. C'est un rituel qui va permettre de prendre le temps, de partager, peut-être de préparer et qui est très, très important. Slide suivant. En fait, envie de dire l'éducation, ça va nous protéger des dérives et ça va nous éviter finalement, cette prise de poids. Donc c'est une forme d'éducation. Donc, bah, si on n'a pas envie, si on n'a pas suivi, si on n'a pas besoin d'ailleurs de savoir tous ces éléments-là, bah, on va se référer, on va suivre le bateau de la variété et puis les recommandations, dernières du PNNS qui va dire qu'il faut augmenter plutôt les légumes parce qu'on a eu tendance à manger un peu plus de viande, sachant que ça dépend ce qu'on appelle viande, hein. On a plutôt baissé en termes de viande rouge et on a augmenté, tout ce qui est charcuterie et volaille. Mais bref, on va avoir une alimentation qui va être variée, équilibrée et on va arriver à ce fameux régime qu'on appelle flexitarien. Donc moi, j'appelle ça, c'est l'omnivore moderne, où on va demander aujourd'hui de consommer un petit peu moins de viande, un peu plus de produits végétaux. Et vous avez vu que par rapport à mon échelle, bah, ça va avoir tendance aussi à baisser la charge calorique, donc c'est peut-être pas mal. Mais vous voyez que sur ces 3 images que je vous ai mis, la Chine, le Canada et l'Amérique du Nord, vous voyez que les modèles sont multiculturels. Donc, il va falloir faire évoluer tout ça, donc faire évoluer de manière quantitative, qualitative pour pouvoir effectivement manger mieux. Et donc le set suivant, parce qu'il y a vraiment urgence, parce que vous voyez, pendant des millénaires, ben, on a une certaine évolution. Et les dernières années, ben, on a beaucoup grossi. C'est une pandémie mondiale. C'est quand même des chiffres qui sont quand même très, très importants, puisqu'on a près de 2 milliards d'adultes qui sont en surpoids, beaucoup plus que ceux qui aujourd'hui souffrent de la faim, et que c'est multifactoriel. On s'est amusé à mettre avec le mot surconsommation tous les mots dont on entend parler, que ça va du microbiote à la portion, à l'activité. Et effectivement, la télé et puis les portions, ça n'a pas aidé. Donc aujourd'hui, slide suivant, bah, les 2 causes de mortalité qui ne sont aujourd'hui plus des maladies transmissibles, mais ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, parce que ce surpoids et cette obésité, ça, ça aboutit à des pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, telles que le cancer, qui sont les 2 premières causes de mortalité. Et on va dire qu'aujourd'hui, vraiment, on est face à un problème de santé publique globale. Si on y mettait autant l'énergie qu'on a mis pour la Covid, sachant que de la même façon, on a vu hein, que les gens en forte obésité sont les premiers qui ont pâti de cette pandémie. Donc aujourd'hui, les questions vraiment dans la hiérarchie des questions pour mieux manger, j'ai envie de dire que peut-être d'abord le quantitatif et puis après le qualitatif. Vous verrez ensuite dans les présentations suivantes ce qu'il en est justement des protéines animales. Est-ce que ça peut résoudre des problématiques de notre santé et est-ce que ça peut également résoudre, si on les baisse, les problématiques liées à notre planète? Je vous souhaite une bonne conférence et je vais écouter avec passion également les intervenants suivants. Merci Nathalie, merci beaucoup. Alors moi j'ai plein de questions, mais les questions on va les garder pour la fin. Dans le Zoom, vous avez une interface, vous allez en bas, il y a un bouton Q&R avec 2 petites bulles. Vous pouvez poser les questions là. Dès que vous avez une question qui vous vient, vous la notez et on la traitera à la fin. Voilà, donc je vais donner la parole maintenant à qui est le suivant. C'est Didier Raymond. Je vais vous laisser présenter votre propre écran, c'est ça, hein? Oui. D'accord, merci. Voilà, donc merci d'abord au think tank de m'avoir invité à ce séminaire. Donc effectivement, la place des produits animaux et des produits végétaux dans nos assiettes suscite à l'heure actuelle de nombreux débats, souvent passionnés, souvent avec très peu de nuances aussi, qui contiennent à la fois des éléments d'ordre philosophique ou d'ordre scientifique. Et pour ce qui est sur la part scientifique, effectivement, des données qui évoluent en fonction de la progression des connaissances. Donc, moi, je vais simplement vous parler plus en détail de la nutrition protéique et donc pour resituer un petit peu la place des protéines animales dans notre alimentation.
Donc, juste quelques mots pour les enjeux. Hein. Les enjeux, vous les connaissez tous, en fait. C'est, un, la sauvegarde de la planète, deux, de maintenir en santé les populations. Donc, pour ça, on veut des systèmes de production qui permettent à la fois d'assurer la sécurité alimentaire mondiale, de préserver l'environnement et tout en respectant des règles éthiques, notamment dans les élevages. Et du côté de la santé, on veut des régimes alimentaires qui vont à la fois assurer la couverture des besoins nutritionnels et potentiellement prévenir des pathologies. Et donc, c'est ce qui finalement, on va pouvoir appeler un régime alimentaire sain et durable. Alors, bien entendu, tout ça, c'est grandement interconnecté et il y a parfois des antagonismes. À titre d'exemple, j'en donnerai un. Par exemple, vous avez l'élevage des ruminants, qui est connu pour être producteur de gaz à effet de serre, donc un effet dommageable pour la planète, pour le climat. Également des produits qu'on assimile à la viande rouge et qui peuvent être vecteurs de certaines pathologies, et ça, Jean-Michel Le Cerf le développera tout à l'heure. Et puis, d'un autre côté, ça peut avoir des vertus aussi. Les ruminants sont intéressants pour la sécurité alimentaire parce qu'ils vont permettre, en fait, de produire de façon nette des protéines. Ils vont pouvoir valoriser des ressources végétales que nous, on ne pourrait pas consommer. Ils sont aussi des vecteurs intéressants dans le cadre de l'agriculture qu'on a dans nos pays européens en termes de maintien de la biodiversité. Et puis, ils sont également intéressants pour maintenir les paysages qu'on a à l'heure actuelle, voire les tissus ruraux. Donc, on voit que tout ça, c'est assez compliqué. Il faut vraiment avoir une vue intégrative de la problématique. Quoi qu'il en soit, on a quand même à l'heure actuelle un consensus qui semble se dégager pour dire qu'il faut réduire notre consommation de produits animaux. Et quand on dit ça, et donc moi, je veux aborder surtout cet aspect de couverture des besoins en termes de nutriments. Alors, quand on dit ça, effectivement, on vient de suite sur l'aspect protéines. Plutôt que de dire il faut réduire notre consommation de produits animaux, on entend souvent il faut réduire notre consommation de protéines animales. Alors pourquoi Parce que les produits animaux que nous consommons, ce sont quand même les plus riches en protéines. Vous pouvez le voir sur le graphique, c'est les barres en bleu. Donc c'est exprimé en pourcentage de la matière sèche. C'est vraiment les aliments dans lesquels on va trouver le plus de protéines. Et puis, quand on regarde la consommation de protéines dans les pays développés, on voit que cette consommation, elle est effectivement dominée par les produits animaux avec de l'ordre de, on va dire, entre 65 et 70% de protéines qui sont consommées journalièrement, qui sont d'origine animale. Alors qu'on a un paysage qui est quasiment opposé au niveau mondial, notamment en raison de pays qui sont en majorité végétariennes, mais pas que, aussi des pays dans lesquels les ressources ne sont pas très importantes. Au niveau mondial, on a plutôt environ 35% des protéines consommées qui sont d'origine animale. Et donc, on voit intuitivement qu'effectivement, dans les pays développés, on pourrait largement réduire cette consommation de protéines animales et peut-être atteindre une cible de 50%, cible qui mérite encore d'être affinée. Il y a des travaux dans ce domaine pour voir effectivement si on ne pourrait pas descendre, voire un petit peu en dessous de cette cible d'un équilibre entre protéines animales et protéines végétales dans notre alimentation. Alors, en France, c'est les protéines animales que nous consommons, elles sont dominées par les produits carnés. Quand même. Plus de la moitié des protéines animales que nous consommons sont des protéines d'origine carnée. Donc là aussi, intuitivement, on peut se dire, ben voilà, s'il faut qu'on réduise notre consommation de protéines animales, on pourrait réduire de façon assez significative notre consommation de produits carnés. Alors, si on regarde les besoins en protéines, c'est souvent aussi, il y a beaucoup de débats sur cette question-là. À partir des besoins moyens de la population, d'une population X ou Y, ça peut être la population française par exemple, ont été définies des références nutritionnelles, qui sont les anciens apports nutritionnels conseillés. Et ils sont de 0,8 g de protéines de bonne qualité par kilo de poids corporel et par jour pour des adultes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils sont également variables en fonction de l'âge et que, contrairement à ce qu'on peut penser, au lieu de diminuer chez les personnes âgées, ces besoins ont plutôt tendance à augmenter. Et donc, les recommandations ont aussi plutôt tendance à augmenter. Les recommandations sont d'1 g de protéines de bonne qualité par kilo de poids corporel et par jour. Si on regarde la consommation française, d'après l'étude 1K3, on voit que les consommations sont très excédentaires par rapport à ces recommandations, environ 60% de plus en ce qui concerne les adultes non âgés,
La différence est beaucoup moins importante chez les personnes âgées, où la consommation observée est simplement de 20% supérieure à celle qui est préconisée. Mais il faut savoir que ça, ce sont des concentrations moyennes, ce qui veut dire que, sur la population donc, totale, ce qui veut dire qu'il y a quand même une grosse partie de la population qui consomme des quantités inférieures aux recommandations, notamment dans le cadre des personnes âgées. Alors, pour les personnes âgées, c'est particulièrement problématique parce qu'on sait qu'il y a environ 40% des hospitalisations des personnes âgées qui sont liées à des dénutritions protéino-énergétiques et que ces dénutritions vont participer à l'installation de la sarcopénie, la fonte musculaire, hein, qui elle-même va entraîner une spirale dans laquelle vont entrer les personnes âgées qui vont les conduire progressivement à la perte de mobilité et à la dépendance. Donc, objectivement, on ne peut pas dire qu'on mange trop de protéines en France parce qu'il n'y a pas d'effet négatif sur la santé des consommations actuelles observées. Par contre, on voit qu'on peut réduire cette consommation de façon objective sans que ça ait de répercussions nocives pour la santé. Donc, on ne mange pas trop de protéines, on en mange plus que strictement nécessaire, ça c'est clair. Je vous ai dit tout à l'heure que en fait, les recommandations elles sont basées sur des protéines de bonne qualité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par des protéines de bonne qualité? Alors, la qualité d'une protéine, la qualité nutritionnelle d'une protéine, elle est surtout vue à l'heure actuelle par le biais de sa composition en acides aminés indispensables. C'est les acides aminés que notre corps ne peut pas synthétiser et qu'il faut qu'on trouve absolument dans l'alimentation. Il faut qu'ils soient présents dans l'aliment, mais aussi qu'on puisse les absorber, donc qu'ils soient biodisponibles. Pour illustrer ce concept, en fait, on voit très bien que si on ingère une protéine qui a une composition en acides aminés indispensable idéale, proche de nos besoins, on va avoir une synthèse protéique corporelle optimale. Par contre, si cette protéine est déséquilibrée en termes d'apport en acides aminés, eh ben, la synthèse protéique corporelle va être limitée au niveau de l'acide aminé qui est en plus faible concentration. Et donc, le reste des acides aminés qui seront apportés par l'alimentation seront en fait oxydés et perdus. Donc, sur ce critère de base, en fait, les protéines animales, en général, ont une meilleure qualité que les protéines végétales. C'est ce qu'il y a sur ce graphique. Ici, je représente un score de qualité qui est celui proposé par la FAO, qui est le DIAS, et on voit bien que les protéines animales ont un score qui est supérieur à 100. Donc, avec ce critère d'évaluation, une meilleure qualité que la plupart des protéines végétales. Il y a quelques nuances dans le règne végétal, bien entendu. Par contre, on sait très bien aussi que c'est tout l'intérêt aussi de ces scores qui permettent de déterminer quel est l'acide aminé limitant. Si on combine les protéines, notamment les protéines végétales entre elles, on peut essayer de reproduire une protéine idéale et retrouver une synthèse protéique optimale. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que même quand on fait ces combinaisons de protéines végétales, c'est ce qu'on retrouve dans les plats traditionnels avec céréales et légumineuses, il faut globalement manger un petit peu plus, de 10 à 25%, pour pouvoir satisfaire l'ensemble des besoins en acides aminés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que même dans le cas d'un régime dominé par le végétal, hein, il n'y a pas de problème majeur de couverture des besoins en acides aminés indispensables dans la mesure où on se situe dans le cadre d'une alimentation qui est diversifiée et avec un apport en protéines qui est, on va dire, supérieur à 1 gramme par kilo de poids corporel et par jour. Alors, c'est vrai pour la population générale. Par contre, on sait que plus la quantité de protéines consommées va diminuer et plus donc on va se rapprocher des recommandations et des besoins, plus la qualité nutritionnelle de ces protéines va être importante. Et c'est notamment le cas pour les personnes âgées, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ont souvent des apports en protéines qui peuvent être inférieurs aux besoins. Alors en fait, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais assez vite aux objectifs. On ne mange pas que des protéines, hein. On sait qu'on mange des aliments globalement, donc il faut regarder les aliments dans leur complexité. Et il n'y a pas beaucoup de nutriments qui sont très spécifiques aux produits animaux, hein. C'est notamment le cas de la vitamine B12 et des acides gras oméga 3 à longue chaîne, hein, le DHA et le PA. Ensuite, par contre, les produits animaux peuvent être vecteurs de nutriments qui sont intéressants pour la santé et qui vont concourir à l'équilibre alimentaire. C'est notamment le calcium des produits laitiers, le fer des produits, notamment des produits carnés, hein, avec du fer sous forme héminique qui est plus biodisponible que le fer des végétaux, le zinc, le sélénium.
Par contre, à l'inverse, il y a des choses qui sont très spécifiques aux produits végétaux. C'est notamment le cas de la vitamine C et des fibres. Et puis, les végétaux sont aussi vecteurs de glucides complexes. Et puis, de ces fameux phytomicronutriments dont on entend beaucoup parler à l'heure actuelle, hein, on a beaucoup parlé par exemple du resveratrol, phytomicronutriments qui vont avoir des effets bénéfiques pour la santé, alors que ce soit pour la santé cardiovasculaire ou la prévention des cancers, etc. Et donc, en fait, c'est la complémentarité de ces aliments qui est utilisée pour construire les régimes alimentaires et les recommandations, et notamment celles établies par le plan national nutrition santé. Et ici, j'ai représenté les recommandations pour le 4e plan. Alors, quand on regarde les produits animaux sur ce graphique, en fait, on voit qu'il y a quand même une recommandation de continuer la consommation des produits laitiers, même si celle-ci a légèrement baissé par rapport au plan antérieur. Et puis, cette fois-ci est apparue une recommandation pour une limite supérieure de consommation de produits carnés. Alors, je vais revenir dire 2 mots sur cette recommandation. Cette recommandation, elle concerne essentiellement la viande de boucherie, donc c'est les viandes hors volaille. Et la recommandation est de limiter la consommation à moins de 500 grammes de viande cuite par semaine, ce qui est équivalent à 750 grammes crus et environ, si on le répartit sur la semaine, à 70 grammes par jour. Et finalement, quand on fait ce qui revient d'un point de vue pratique, hein, si on considère une alternance entre les viandes blanches et les viandes rouges et le poisson, ce qui revient à manger 4 portions de 125 grammes de viande de boucherie par semaine. Donc les autres, si on regarde sur une semaine de 7 jours, finalement, les 3 autres jours, on peut manger une portion de viande blanche ou 2 portions de poisson, par exemple. La consommation de charcuterie, là aussi, il y a une limite qui est une limite supérieure qui est fixée. Et autant sur la consommation de viande de boucherie et produits tripiers en France, on est largement en dessous, en moyenne, de la recommandation. Par contre, pour la charcuterie, on est plutôt largement au-dessus. Alors, juste un mot pour dire que, en fait, quand on dit qu'il faut réduire la consommation de produits carnés en France, il faut peut-être un petit peu nuancer la proposition. En effet, on peut, dans la population française, même si en moyenne, on consomme moins que les recommandations, hein, moins que ce qui est recommandé, moins que les 70 grammes par jour, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une partie de la population qui correspond à environ à 20% de la population qui est au-delà des recommandations. Et donc, au-delà des 500 grammes par semaine, donc des 70 grammes par jour. Et donc, c'est surtout à ces personnes-là que s'adresse le message nutritionnel de réduction de consommation de viande de bouche. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'adresse pas aussi en partie aux moyens consommateurs qui se situent entre 100 et 500 grammes par semaine. Donc, le dernier message que je voudrais délivrer, c'est qu'il faut faire attention aux évictions parce que vous voyez sur le graphique qui est sur ma diapositive, là, ce n'est pas de l'éviction. Simplement, si on reprend la catégorisation des personnes en fonction de leur niveau de consommation de produits carnés, ce graphique illustre le fait que chez les petits consommateurs de produits carnés, on va avoir un risque accru de carence en fer ou en zinc. Et quand on regarde les études de population, on voit qu'effectivement, chez les végétariennes, donc là c'est une exclusion complète des produits carnés, on a un risque d'anémie qui est supérieur. Hein, ça, c'est des faits qui sont établis à partir d'études épidémiologiques et de méta-analyses. Et puis, il y a plein d'autres choses qu'on voit apparaître aussi maintenant dans la littérature. Un effet bénéfique des protéines animales pour la conservation de la masse musculaire chez les personnes âgées, donc masse et force musculaire, donc prévention de la sarcopénie. Un effet intéressant aussi au niveau de la santé osseuse, souvent chez les personnes végétaliennes, surtout, moins chez les végétariennes, puisqu'elles consomment du lait, mais chez les personnes végétaliennes, donc qui vont supprimer tous les produits animaux, on a généralement un moins bon statut en calcium et qui est également accompagné d'un moins bon statut en vitamine D, et tout ça, ça se traduit par un risque accru de fracture osseuse. Et puis, il y a quelques données sporadiques dans la littérature qui montrent aussi qu'il pourrait y avoir chez ces populations-là associés des troubles neurologiques plus fréquents, donc chez ces populations végétariennes, mais surtout aussi végétaliennes, des troubles tels que les symptômes dépressifs et l'autorexie. Alors, différentes pistes sont évoquées. Hein. Ça peut être les acides gras oméga 3 à longue chaîne qui sont intéressants pour la santé à ce niveau-là, mais ça pourrait être aussi d'autres molécules. Donc, ce que
je dirais maintenant en conclusion, avec le temps qui m'était imparti, j'aurais pu vous parler effectivement de l'impact des transformations sur la qualité des protéines, mais je n'avais pas suffisamment de temps. En conclusion, on peut dire qu'en France, il est possible d'abaisser sensiblement la consommation moyenne de protéines par habitant, mais qu'il faut faire attention quand même aux populations à risque de déficience d'apport comme les personnes âgées. Et chez ces personnes-là, l'équilibre en apport en acides aminés devient quand même assez important. Alors c'est vrai pour les personnes âgées, mais pas que, c'est toutes les personnes qui sont dans des situations précaires. En fait, la qualité de l'apport protéique a quand même de l'importance. Mais dans la population générale, ce n'est vraiment pas le critère limitant. Donc, on voit ensuite qu'un rééquilibrage entre protéines animales et protéines végétales dans notre alimentation est nécessaire au moins sur le plan de la santé, et ça sera développé, je pense tout à l'heure par Jean-Michel Le Cerf, nécessaire sur le plan environnemental aussi. La question qui se pose à l'heure actuelle à nous, c'est jusqu'où, je vous l'ai montré, c'est ce que j'ai indiqué sur le graphique tout à l'heure, est-ce qu'il faut qu'on vise un équilibre 50-50, est-ce qu'on peut descendre en dessous? Donc il est important d'avoir une idée de ça pour avoir un apport de protéines de qualité tout en limitant les risques de carence, alors que les carences en minéraux, en vitamines ou en acides gras à longue chaîne. Et la question qui vient ensuite, et ça sera François qui l'abordera, c'est en fait comment faciliter cette transition. On voit que déjà, une première partie de la transition peut être assurée simplement par une diminution de la consommation de ces produits animaux, qui de fait va rééquilibrer le pourcentage protéines animales, protéines végétales dans notre alimentation. La deuxième solution, c'est éventuellement de développer des produits qui se substitueraient aux produits animaux dans la qualité de leurs apports. Et donc là, on voit effectivement fleurir ce type de produit avec des qualités nutritionnelles variables et puis surtout un apport de la transformation très, très important qui est à l'heure actuelle quand même assez critique. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vais laisser la parole aux autres intervenants. Merci beaucoup Didier. Je pense que c'était très clair. Mais effectivement, la question suivante, c'est voilà, quel est l'impact sur la santé humaine de ces protéines animales et quels sont les bénéfices d'ailleurs à réduire leur consommation. Donc, je passe la parole à Jean-Michel Le Cerf. C'est vous qui partagez votre écran. Voilà, la parole est à vous. Voilà, bonjour. D'abord, je ne sais pas s'il passe en... Voilà. Merci de m'avoir convié à participer à ce webinaire. Donc, pour poursuivre sur ce qui a été dit par Nathalie et puis Didier il y a quelques instants, protéines et santé, place de la viande dans un premier temps. Alors, il existe des besoins en protéines, ça a été rappelé il y a un instant, mais il n'existe pas de besoin en protéines végétales ou en protéines animales. Il existe des différences entre les protéines végétales et les protéines animales. Il existe des recommandations entre les protéines végétales, sur les protéines végétales et les protéines animales. Il existe des attentes aussi des consommateurs aujourd'hui, mais il n'y a pas de besoins qui ont été établis sur protéines végétales ou protéines animales. Donc, comment on peut faire pour avancer un peu sur cette question importante? D'abord, quelques éléments qui ont été rappelés, mais je vais aller très, très vite. Les protéines, ça sert à la croissance chez l'enfant et au renouvellement tissulaire chez l'enfant et chez l'adulte. On est aujourd'hui au-dessus des niveaux de recommandations, des références nutritionnelles, autrefois ANC, comme disait Raymond il y a un instant. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'il faut être au moins à 10% de l'apport énergétique non alcoolique. Ça, c'est un élément très, très important qu'on oublie de signifier. En dessous de 10% des apports énergétiques non alcooliques. Quand on dit non alcoolique, c'est-à-dire qu'on ne compte pas l'alcool, parce que comme l'alcool est une consommation d'abord qui n'est pas indispensable, et puis ensuite qui n'est pas standardisée, si on est en dessous, il y a toujours un risque très, très, très important de sous-nutrition et donc de dénutrition. Globalement, en France, on est plutôt à 16-17%, donc on est largement au-dessus, mais il y a des gens qui sont en dessous. Et puis, on est à des niveaux qui ont été rappelés tout à l'heure par Didier, qui sont élevés, et donc il n'y a pas de problème de déficit d'apport en protéines. Il y a plutôt des gens qui en consommeraient peut-être parfois de trop, mais attention aux moyennes. Alors, PA sur PV, protéines animales sur protéines végétales, est-ce qu'on a des arguments santé pour dire il y aura un rapport de 1 pour 1 qui serait… Il n'y a pas vraiment d'études qui… il y a des études qui ont analysé PA sur PV, mais en fait, on analyse toujours un contexte alimentaire.
Et donc, il n'y a pas d'études qui a été réalisée de façon formelle, soit en études prospectives, soit en études d'intervention en comparant les deux, si on pouvait sortir les protéines de leur contexte. Et donc, il n'y a pas de rationnel un pour un, mais il y a des raisons éventuellement de promouvoir un pour un. Et puis, ce qui est important, ce n'est pas tellement les protéines, ça a déjà été dit, c'est finalement, qu'est-ce qui nous les apporte? Quel est l'aliment qui nous les apporte et quel est l'environnement de cet aliment? Ça a déjà été dit, c'est important. Et puis, le régime alimentaire associé. Et ils peuvent être très différents. Mais on peut équilibrer son alimentation avec des protéines animales ou des protéines végétales à un niveau qui est différent de 1 pour 1, ou on peut le déséquilibrer aussi avec un niveau qui est différent de 1 pour 1. Donc, ça ne résume pas, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que les protéines sont un marqueur d'un style alimentaire, le choix des protéines animales ou végétales. Aujourd'hui, qu'en est-il? La consommation de protéines végétales en France a été rappelée est faible. Le rapport protéines animales sur protéines végétales est de 2 pour 1 ou 3 pour 1. Ça dépend des catégories d'âge. Peut-on dire pour autant qu'il y a une consommation trop élevée de protéines animales? Non. Est-ce qu'on pourrait la réduire? Je ne vais pas plagier ce que nous a dit Didier Raymond il y a un instant, mais il est important aussi de rappeler que quand on parle de consommation, il ne faut pas globaliser en disant les Français mangent trop de viande. Il y a des Français qui en mangent trop. On pourrait réduire la consommation de viande, c'est d'ailleurs souhaitable en moyenne pour des tas de raisons, et puis surtout pour ceux qui en consomment de trop, bien entendu. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait la réduire, la consommation de viande, pour ceux qui en consomment de trop? Parce que ceux qui n'en consomment pas trop, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas d'impératif santé s'ils n'en consomment pas trop. Alors, il y a trois focus sur lesquels je voudrais donner quelques éclairages, avec peu d'études, parce qu'il y en a tellement que je suis obligé de choisir. Là, c'est une étude récente de 2020 sur une grosse cohorte, donc suivie 30 ans. On a divisé la consommation en quintiles, donc les 20% qu'on consomme le plus par rapport à ceux qu'on consomme le moins. Et vous voyez que pour le total viande rouge non transformée, il y a une augmentation de 11% du risque de maladie cardiovasculaire ou de mortalité cardiovasculaire. Ce qui est toujours un petit peu effrayant, mais globalement, en fait, c'est vraiment très faible par rapport à des tas d'autres risques que je ne soulignerai pas ici, mais sur le plan cardiovasculaire, par exemple, le tabac, c'est 400% et non pas 11%. Pour la viande transformée, la viande rouge transformée, ce qui est à peu près équivalent à la charcuterie, ici, on est dans cette étude à 15%, donc c'est significatif, ce n'est pas énorme, c'est pour ceux qui en consomment de trop. Et pourquoi? Alors, il y a des tas de raisons, mais ce n'est pas les protéines uniquement, c'est peut-être certains acides aminés. Il est possible que le microbiote joue un rôle en interaction avec la consommation de produits végétaux. Et donc, il y a toujours un équilibre entre suffisamment, mais pas trop de protéines, et suffisamment et peut-être un peu plus de produits végétaux. C'est l'hypothèse du TMAO, qui est une molécule qui est issue du métabolisme d'un certain nombre de molécules, dont la carnitine, sous l'effet notamment du microbiote. Et ce microbiote, on sait qu'il est modulé aussi par l'alimentation. C'est encore très discuté, mais il est possible que ce soit un des éléments beaucoup plus que ce qui a été considéré pendant longtemps comme quelque chose qui est relevé uniquement des graisses, et notamment des graisses saturées. Il est probable qu'elles jouent un rôle, mais beaucoup plus modeste. Il y a une autre pathologie qui est favorisée par une consommation excessive de viande. Ici, je prends une autre étude. Alors, je ne les ai pas triés, hein, ce n'est pas du tout une revue de la littérature. On en a fait d'autres. C'est l'étude EPIC, qui est une étude européenne, suivie 4 ans. Ce n'est pas énorme, mais c'est 25 000 sujets. Le risque de diabète est associé à un mode alimentaire qui comporte plus de viande rouge, plus de viande rouge transformée, plus de fromage, plus de graisse animale, moins de fruits, plus de légumes. Mais bien sûr, on voit la globalité, le caractère holistique dont M. Cariou parlait tout à l'heure, en sachant que le nutriment responsable ou l'élément responsable n'est pas forcément individualisé, ça peut être aussi quelque chose qui est beaucoup plus global, des comportements, mais c'est assez connu pour la consommation de viande rouge.
en excès. Alors, les mécanismes évoqués sont multiples. On a évoqué le rôle de produits issus de la glycation avancée, qu'on appelle des end products. On a évoqué le rôle du ferramini qui augmente le stress oxydatif et augmenterait l'insulinorésistance. On a évoqué pour une nitrosamine, mais ce n'est pas du tout démontré pour la viande transformée, le rôle des nitrosamines. Et puis, bien sûr, quand on est gros mangeur de viande ou d'aliments carnés, on peut prendre du poids et ça aussi, c'est quelque chose qui peut intervenir. Mais les études, en général, ajustent sur le poids. À l'inverse, les protéines végétales, un tout petit coucou sur les protéines végétales, sont plutôt associées dans les études épidémiologiques à une diminution du risque de cardiopathie ischémique, c'est-à-dire de maladies cardiovasculaires. Et vous voyez ici, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est une étude américaine sur 43 000 sujets en bonne santé suivis 18 ans, donc c'est une bonne étude, plus 21% pour les protéines totales, mais l'essentiel des protéines dans cette population était d'origine animale. Et quand on distingue protéines animales et protéines végétales, seules les protéines animales sont associées. Mais il n'est pas du tout dit que c'est les protéines qui sont en cause. C'est probablement le style alimentaire associé et peut-être certains composants bénéfiques du côté des protéines végétales et qui ne le seraient pas du côté des aliments sources de protéines végétales et des aliments sources de protéines animales. Donc, attention à ne pas faire un raccourci sur protéines qui sont des marqueurs, comme je le disais. Autre élément d'attention, c'est que, je ne vais pas donner ici, mais il y a des études assez récentes, multiples maintenant, qui montrent qu'on peut avoir des protéines, une alimentation plutôt à composante végétale, végétarienne ou presque, qui ne protègent pas du tout lorsqu'il s'agit d'aliments de mauvaise qualité. Je dis souvent, si vous mangez du popcorn, de l'huile de palme et puis des frites, c'est végétal, ce n'est pas du tout équilibré. Et donc, attention à ne pas idéaliser le végétal en tant que tel. Le végétal n'a pas de propriété, de même que l'animal n'a pas de propriété. Les deux sont complémentaires et la qualité est extrêmement importante. Alors, un autre focus très important, c'est le cancer du côlon et le cancer en général, mais c'est plutôt le cancer du côlon qui est associé à une consommation excessive de viande rouge notamment, et c'est pour ça que le chiffre de 500 grammes de viande rouge comptée cuite a été donné, et donc Didier Raymond nous a dit que c'était 750 grammes crus, ce qui est une consommation tout à fait élevée, beaucoup plus élevée que font les Français, et qui est associée à une augmentation de 17% du risque de cancer colorectal, ce qui est apparemment beaucoup, c'est significatif. En réalité, il faut aussi voir qu'en valeur absolue, ça fait passer le risque pour un homme de 3,2 à 3,75% de risque d'avoir un cancer du côlon. Il y a d'autres facteurs qui interviennent. Alors, pourquoi la viande rouge en excès serait responsable? D'abord, il faut bien savoir qu'il y a une différence très, très importante entre le danger et le risque. Le cirque, ce n'est pas le cirque de plein d'air, hein, le cirque CIRC a décrété qu'au même titre que l'eau très chaude, le radon, le soleil, le travail de nuit, la viande rouge était cancérogène parce qu'il y a des mécanismes qui sont connus. Mais le risque, lui, tient compte de l'exposition et il est le produit du danger et de l'exposition. Et c'est très important de distinguer les deux parce que le risque, c'est vraiment l'effet, la probabilité de l'effet attendu d'une consommation excessive. La viande ne donne pas le cancer, mais une surconsommation de viande rouge augmente un peu le risque de cancer du côlon. Excusez-moi. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de bien noter que vous ce m'entendez? n'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on va avoir un cancer. Je termine dans quelques secondes. Pardon, c'est ce que je voulais vous dire. Pardon. Ce n'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on va avoir un cancer, c'est la dernière que je vous montrerai. Il y a des aspects négatifs, en particulier le fer, j'en ai parlé, le mode de cuisson qui est très important, avec les aminés hétérocycliques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et puis, il y a des éléments protecteurs. Et donc, ces éléments protecteurs vont nuancer énormément l'effet de la consommation excessive de viande rouge, avec toute une série d'éléments protecteurs qui sont très intéressants à encourager. Voilà donc quelques éléments sur santé et vie. Merci à vous. Désolé de vous avoir interrompu. Non, vous avez bien fait.
On est à 10 minutes et 23 secondes, donc c'est bon, on avait prévu 10 minutes. 23 secondes, on a dit 10 minutes. 3 secondes, donc je vais parler vite. Maintenant, au-delà de la quantité de protéines, la question, et je redonne la parole à Didier Raymond, c'est la disponibilité des protéines. Est-ce que, je vous laisse la main, Didier. Oui, je n'ai pas de présentation en particulier à intervenir comme ça. Voilà. Oui, effectivement, quand on regarde la biodisponibilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, la qualité, elle est vue au travers donc, de la biodisponibilité, notamment des acides aminés indispensables. Donc la biodisponibilité, ça réfère à la fois à l'aspect de digestibilité, donc c'est la façon dont notre organisme va pouvoir digérer les protéines, et ensuite l'absorption des acides aminés qui sont issus de cette dégradation à l'intérieur du tube digestif. Donc, ce qu'on sait, c'est que globalement, et puis c'est ce qu'on lit souvent en tout cas, la digestibilité des protéines animales est supérieure à celle des protéines végétales. En tout cas, celle des produits animaux est très élevée. Et de temps en temps, on trouve des digestibilités pour des produits végétaux qui sont effectivement significativement plus faibles. Alors, ce qu'on sait, c'est que, en fait, ça dépend beaucoup de la façon sur les produits. Je vais me concentrer sur les produits végétaux. Ça dépend d'une part de la structure physique de l'aliment, de la façon dont il va être cuisiné. Ça va déjà modifier beaucoup sa structure physique et donc potentiellement rendre plus digestibles les protéines parce qu'elles seront plus accessibles pour les enzymes digestives. Les préparations culinaires aussi pour les produits végétaux vont pouvoir diminuer l'effet de certains produits qui vont contrarier la digestion des protéines. Hein, c'est les fameux facteurs antinutritionnels. Notamment, il y a ce qu'on appelle des facteurs antitrypsiques qui sont capables de bloquer la digestion des protéines par la trypsine et qui vont être partiellement, en tout cas, désactivés notamment par les traitements thermiques. Donc, on voit que globalement, même si la digestibilité des protéines végétales est, on va dire, souvent plus faible que celle des produits animaux, par les préparations culinaires qu'on utilise couramment et classiquement et même traditionnellement, je dirais, par exemple, c'est pour les pois qui sont consommés notamment on pourrait citer par exemple en Guadeloupe, il y a une période de trempage pour éliminer notamment tous les produits, les facteurs antinutritionnels qui sont présents à la surface des graines. Et ensuite, il y a une longue durée de cuisson qui va permettre notamment de désactiver les facteurs antitrypsiques. Donc, on voit que tel qu'on les consomme, en fait, les produits végétaux sont digestibles et les protéines des produits végétaux restent quand même suffisamment digestibles. On peut avoir peut-être quelques difficultés de digestibilité sur des produits, sur des fractions isolées, parce que possiblement certains procédés d'extraction vont rendre ces protéines moins digestibles. Donc, on peut être éventuellement confronté à ce type de difficultés. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre question. Hein. Écoutez, pour moi, oui. Si ce n'est pas le cas, les personnes nous poseront des questions dans la petite boîte qui est prévue pour ça, et puis on verra tout ça à la fin. Je vais passer la parole à nouveau à Jean-Michel Lecerf sur les autres apports des viandes et des végétaux, au-delà des apports protéiniques. Je vais aller très vite parce que le temps passe et puis il faudrait que notre ami François puisse... Voilà. Donc, effectivement, la viande... sa consommation en France, viande de boucherie de 50 grammes, ça a été dit tout à l'heure. Là, c'est les autres apports de la viande, ça a été souligné aussi par Didier Raymond. Donc, sur la qualité nutritionnelle d'une protéine, je pense que François Mariotti va en parler beaucoup mieux que moi, bien entendu. Et puis, ça vient d'être dit à nouveau par Didier Raymond, donc je ne vais pas insister. Il y a quand même des protéines végétales qui ont une qualité qui est extrêmement intéressante. C'est le cas du soja, bonne source de protéines, mais qui n'est pas un équivalent laitier, parce qu'il n'a pas tout. Et donc, ce qui est très important, c'est de bien voir tout l'environnement alimentaire des aliments et donc leurs effets. Les protéines de soja font partie des protéines végétales qui sont tout à fait intéressantes. Elles peuvent contribuer à maintenir la masse musculaire et la fonction musculaire. Et elles peuvent presque rivaliser avec le lactosérum, qui est la protéine, une des protéines idéales du côté du monde, animal. Alors, les effets des protéines végétales, ça sera traité à d'autres moments aussi, dans d'autres de vos sessions. Il y a quelques effets qui peuvent être observés au niveau de l'équilibre acido-basique. C'est assez complexe, mais ce n'est pas
forcément spécifique des protéines végétales. C'est plutôt quelque chose qui est propre à l'excès de protéines s'il existe. Sur le plan cardiovasculaire, c'est pareil, c'est plutôt l'ensemble de l'alimentation, j'en ai parlé, sauf peut-être du côté du soja à nouveau, les isoflavones de soja qui ont un effet bénéfique. De même, sur le côté métabolique, le taux de cholestérol, en dehors des graisses, les protéines ont peu d'effet, sauf les protéines de soja qui ont un effet hypocholestérolémien assez caractérisé. Sur le côté, sur le métabolisme osseux, eh bien, globalement, les protéines végétales sont moins satisfaisantes et les protéines laitières sont particulièrement performantes. Je voudrais le souligner avec cette étude qui est d'excellente qualité par une équipe remarquable, une équipe suisse, qui a suivi de façon longitudinale un groupe de femmes. Et vous voyez que la résistance mécanique osseuse, qui est très intéressante, qui est bien plus performante que la densité minérale osseuse, est croissante avec l'apport en protéines animales. Mais quand on regarde sur quel type de protéines animales le bénéfice est observé, ce sont que les protéines laitières, parce que quand on prend les protéines animales non laitières, il n'y a pas d'effet significatif, et quand on prend les protéines végétales, il n'y a pas d'effet significatif. Ça ne veut pas dire que les protéines végétales ne sont pas intéressantes du tout, elles sont tout à fait intéressantes, mais il y a quand même une spécificité des protéines laitières sur l'os pour des raisons qui sont complexes, qui sont liées au calcium, aux protéines, mais aussi à d'autres nutriments. Et donc, on voit bien qu'il reste important d'avoir une approche de complémentarité des protéines végétales et des protéines animales. Et il y a plusieurs études, il y en a une qui vient de le redémontrer là récemment, qui montre quand même qu'au niveau de l'os, ça a déjà été souligné, notamment dans le régime végétalien, qui pose quand même un certain nombre de problèmes, on a une augmentation importante du risque de fracture avec une diminution là, de la densité minérale osseuse qui n'est pas observée de façon significative chez les végétariens. Végétarien, finalement, c'est un mode alimentaire qui est assez intéressant si on peut impliquer, enfin, comment dire, rajouter dans notre alimentation omnivore un peu plus d'alimentation végétarienne, c'est bienvenu. Alors, pour terminer, quelles sont les caractéristiques des aliments sources de protéines végétales? Ça a été dit. En fait, c'est surtout leur environnement qui compte. Cet environnement qui fait qu'il y a des nutriments qu'on trouve peu ou pas ailleurs. Ceci étant, on pourrait dire aussi que du côté des protéines animales, il y a quelques nutriments qui sont intéressants et qu'on ne trouve pas ailleurs. Il ne faut pas le négliger. Je pense par exemple au coenzyme Q10, pour donner qu'un seul, qui est plutôt du côté des protéines animales et vitamine B12. Et puis, il y a le contexte alimentaire associé qui est essentiel. Parmi les effets spécifiques, ici, quand même, je redis sur les isoflavones, alors, le soja en particulier, il y a des effets spécifiques cardiovasculaires qu'on ne trouve pas ailleurs et qui justifient qu'on puisse les introduire un peu plus dans notre alimentation, en sachant qu'il faut que les protéines soient inclus dans un aliment complexe. Pour terminer, je crois que c'est la dernière, manger végétarien de temps en temps, c'est une très bonne idée, voire un repas sur 2, pourquoi pas. Dans ces cas-là, l'association céréales-légumineuses qui a été proposée tout à l'heure n'est pas obligatoire quand on consomme forcément des œufs ou des produits laitiers. Ça n'est pas obligatoire et donc on peut tout à fait inclure dans notre alimentation un menu végétarien. C'est tout à fait raisonnable, c'est même souhaitable. Et donc, introduire des aliments sources de protéines végétales, c'est contribuer à améliorer l'équilibre alimentaire et la santé. Et c'est grâce à l'introduction de céréales complètes, légumes secs, soja, oléagineux, qu'on y arrivera, sans négliger la part des protéines animales avec les aliments issus du monde animal. Et donc, la complémentarité est vraiment essentielle. Merci. Merci à vous. Je passe la parole maintenant. Je voulais juste faire une remarque. Je pense que peut-être on mettra à disposition des participants les présentations, effectivement. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais on vous donnera les PowerPoint. Je passe la parole à François Mariotti, qui va nous parler des régimes, parce qu'on a vu effectivement que ce n'est pas plus ou moins de protéines animales ou végétales, parce que les protéines font partie d'un ensemble alimentaire, que les choses se combinent aussi. Donc, la question de régime est importante, et puis les conditions du changement de transition de régime. Donc, François Mariotti, la parole est à vous.
Merci beaucoup. Bon, merci aussi pour cette invitation. Mon exposé va s'inscrire dans la continuité de tout ce que vous venez d'entendre. Donc, je vais continuer à élargir à l'échelle des régimes et je vais vous parler aussi des modalités de transition, c'est-à-dire de rééquilibrage à la faveur des protéines végétales. Je vais repartir, bon, je ne me présente pas puisque Sylvain l'a fait très gentiment. Je vais repartir sur les protéines elles-mêmes, donc les protéines animales et les protéines végétales, avec un résultat qui est un résultat d'une voilà, qui est un résultat d'une méta-analyse, la dernière méta-analyse dans le domaine. Donc une méta-analyse, hein, c'est une sorte de synthèse quantitative de l'ensemble des données mises à disposition, qui sont des données épidémiologiques. Et vous voyez donc cette relation. Ici, je vous ai extrait le risque relatif de mortalité par cardiovasculaire. Donc, l'association avec la consommation de protéines animales, l'association avec la consommation de protéines végétales. Bon, vous voyez assez bien, pas forcément la peine de commenter, vous voyez assez bien ce qu'il en est. C'est assez important parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a ce type de données-là, hein. La première analyse, Jean-Michel l'a montré, elle a une dizaine d'années. Et ça fait depuis 5-6 ans, on va dire, que les résultats pleuvent et s'accumulent tous un peu dans le même sens. Ceci dit, qu'est-ce que ça veut dire donc une consommation de protéines animales, une consommation de protéines végétales, sachant que ce que les gens consomment, ce ne sont pas des protéines animales ou des protéines végétales, mais ce sont des aliments qui sont sources de protéines animales ou sources de protéines végétales. Source de protéines animales ou source de protéines végétales, ça veut dire qu'avec la fraction protéique qui apporte ces protéines végétales ou animales, les nutriments vont apporter d'autres nutriments. Alors, avec les sources protéiques végétales, typiquement des fibres, et avec les sources protéiques animales, typiquement des acides gras saturés, voilà, si on veut fixer des idées. Mais cette consommation de sources protéiques végétales et animales se fait aussi au sein d'un régime avec sa typologie de consommateurs, avec des conduites alimentaires qui font qu'elles sont aussi associées à la consommation d'aliments non protéiques qui apportent même certains nutriments et d'autres substances, etc. Et c'est l'ensemble de ça qui fait la complexité nutritionnelle à l'échelle, à différents échelons diététiques, le régime, les contributeurs, les groupes d'aliments, les nutriments, les autres substances, etc. Cet agencement complexe. Donc, ce qui fait que c'est pour ça que les protéines végétales et les protéines animales, la consommation de protéines végétales et de protéines animales au sens strict, est associée à des profils d'apport en nutriments directement ou indirectement, voilà, par le biais de ces typologies de consommation de régime. Donc ça, on l'a montré de façon assez répétée, hein, différentes études. En France, nous l'avons montré dans mon équipe depuis assez longtemps maintenant. On a des profils, des profils de consommation de nutriments associés au profil, au ratio, on va dire, protéines végétales, protéines animales, pour faire vite. Je vous ai mis ces nutriments-là qui se regroupent ensemble dans ces profils nutritionnels. Et vous voyez, les sucres, acides gras saturés, vitamine C, cholestérol, fibres, sodium, potassium, etc., vitamine B9. Et ces nutriments-là, bon, ce sont des nutriments indispensables pour la plupart. Pas tous, hein, bien sûr, pas le sucre, bien sûr. Mais surtout, ce sont des nutriments qui sont impliqués dans la physiologie et la physiopathologie, et notamment dans la genèse et le développement de maladies cardiométaboliques, voilà, donc les maladies cardiovasculaires et le diabète. Donc ça, c'est aussi important. C'est pour ça que maintenant, on considère aussi les apports en nutriments, non pas juste la satisfaction d'un besoin, on va dire, primaire, comme pour les acides aminés aussi, mais aussi vis-à-vis du rôle que ces nutriments jouent sur des processus longs qui conduisent à modifier le risque cardiovasculaire, notamment et diabétique à long terme. Donc maintenant, ce qu'on essaye en fait, c'est de comprendre la relation que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi on a ces associations entre protéines végétales et protéines animales et le risque, notamment cardiovasculaire, mais pas que. Donc, ça pourrait être, bien sûr, les profils en nutriments, et c'est
probablement en grande partie les profils en nutriments qui sont associés à ces apports protéiques, mais ça peut être aussi la fraction protéique. Si c'est la fraction protéique, la question suivante qui se pose, c'est est-ce qu'il s'agit des substances associées à ces fractions protéiques, qui sont jamais pures, hein, voilà, ou rarement pures, ou est-ce que ça pourrait être les protéines elles-mêmes au sens le plus strict, c'est-à-dire les acides aminés. Pour les substances associées, quand on parle de fractions protéiques végétales, ben, bien sûr, on pense aux substances associées dont a déjà parlé Jean-Michel, c'est-à-dire les composés phytochimiques, et Didier d'ailleurs aussi, les composés phytochimiques abondants dans les sources végétales qui sont associés assez intimement à la fraction protéique végétale. Mais ça pourrait être aussi les acides aminés. Alors, Jean-Michel nous a donné un mécanisme, Didier a un petit peu parlé de ça aussi. On pense aussi que les acides aminés dits indispensables certains pourraient avoir, dans une certaine proportion, des rôles néfastes sur le métabolique néfaste et donc participer à cette relation avec les maladies à long terme. Et à l'inverse, certains acides aminés non indispensables, un peu les parents pauvres du métabolisme des acides aminés, pourraient s'avérer finalement importants pour le risque cardiovasculaire et diabétique. Alors voilà donc pour cette espèce de reconstitution de la complexité nutritionnelle qu'on a. Ce que je vous ai mis ici aussi, c'est quand même le niveau de preuve. Plus on descend dans le degré fin d'un acide aminé donné ou un composé phytochimique donné, moins on en sait et moins il est probable que ça soit ce nutriment-là qui porte le plus gros de l'effet constaté à l'échelle des régimes. Voilà. Donc vous avez quand même le niveau de preuve et possiblement la relation, la taille de l'effet. La deuxième chose que je voudrais vous faire comprendre, c'est que derrière protéines animales ou protéines végétales, bien sûr, il y a une grosse hétérogénéité en fait derrière. Donc là, on parle de protéines animales, de protéines végétales, en regroupant des choses qui sont très différentes. Alors, une illustration de ça, là, c'est une étude c'est des modèles de substitution dans les études épidémiologiques où on simule ce qui se passerait, connaissant le risque de chacun des groupes d'aliments, ce qui se passerait si on substituait différentes sources protéiques animales qui sont listées ici par un aliment moyen protéique végétal. Et ce que vous voyez, c'est une étude, ce n'est pas la totalité, une synthèse. C'est qu'il y a une gradation entre toutes les sources protéiques animales ne se valent pas et toutes les sources protéiques végétales non plus d'ailleurs. Vous voyez que les pommes de terre ne figurent pas très bien dans ce classement non plus. Voilà. Donc bien sûr, c'est plus compliqué, c'est plus fin que animal contre végétal et même que protéines végétales contre protéines animales. Il y a beaucoup d'hétérogénéité. Alors, pour autant, ça a été dit, on considère maintenant qu'il serait probablement bon de rééquilibrer les apports en protéines végétales et en protéines animales, de façon un peu globale. Voilà. Je vous ai superposé ici où on en est en France. C'est une étude qu'on a fait paraître l'an dernier. On en est en France de la consommation de protéines animales et de protéines végétales. On en est là. Donc, sur cette base-là, on voit qu'on aurait intérêt à se décaler un petit peu vers la gauche ici, à se décaler un petit peu vers la droite ici, vis-à-vis du risque cardiovasculaire, si les modèles qu'on analyse ici sont les bons. Alors, comment on fait? Il y a une façon simple de faire, ça a déjà été évoqué. Il suffirait de suivre les recommandations du PNNS. Voilà. Qu'est-ce que nous dit le PNNS en termes de sources protéiques végétales et animales? Il nous dit qu'il faut consommer davantage de féculents complets, davantage de légumes secs et davantage de fruits à coque et moins de viande rouge et moins de charcuterie. Donc ça, c'est un élément important quand même dans le discours général. Maintenant, comment on fait ça? Alors, il y a deux manières de faire. Je vais aller assez vite. La première, c'est de dire on va réviser complètement les régimes alimentaires. On va considérer que les produits animaux sont plus au centre de l'assiette, que si on ne met pas un morceau de viande, un morceau de poisson ou des œufs ou quoi que ce soit d'autre au milieu de l'assiette, c'est pas, il ne manque pas quelque chose. Voilà. On peut avoir des plats et des menus entièrement à base de végétaux et de sources protéiques végétales.
Et si on peut faire ça en basculant, en faisant la bascule entre produits céréaliers raffinés vers les produits céréaliers complets, à la faveur aussi d'une grande consommation de légumineuses, d'une grande consommation de fruits à coque, eh bien là, assez certainement, on fait bon ouvrage. Voilà. On est assez conscient et confiant de ça. Alors, la question, c'est jusqu'où on va. Effectivement, est-ce qu'on va sur du flexitarisme, sur ce qu'on appelle du semi-végétarisme, jusqu'à du lacto-ovo-végétarisme? Quels sont les problèmes nutritionnels qui se posent? Bon, là, je ne peux pas en parler dans le cadre de cette intervention, mais simplement, oui, c'est essentiellement des questions autour du fer et du zinc, voilà, dans la fraction biodisponible du fer et du zinc. Et c'est un autre sujet. Ou alors, l'autre manière de faire, c'est de se dire, on peut peut-être faire avec des alternatives végétales qui sont faites pour ça. En fait, pour ça, c'est-à-dire quoi? C'est des substituts végétaux à des produits animaux. Alors, c'est très en vogue, bien sûr, c'est pour ça que je vous parle de ça. C'est très en vogue parce que c'est très pratique, finalement. Ça n'oblige pas à une révision complète du régime. Les gens peuvent juste changer le steak par une galette végétale, le lait par un jus végétal, etc. Et faire comme ça. Donc, c'est très pratique, c'est assez acceptable, c'est un changement minimal, finalement, qui ne se répercute pas sur le reste. Les questions associées à ça, c'est que souvent, ces produits sont ultra transformés, avec ce qui a déjà été dit dessus, sur les suspicions qu'on a en la matière. Et aussi que la qualité nutritionnelle de ces substituts végétaux sont souvent médiocres, ou alors médiocres ou passables, selon comment on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et ça, c'est une étude qu'on a fait paraître avant-hier, une étude de mon équipe. On a substitué ça, donc on a fait des fameuses études in silico qu'a signalé Sylvain. Donc, alors, je vous ai mis l'exemple ici de la viande, c'est paru dans The Journal of Nutrition. Alors, si on substitue la viande par des alternatives végétales, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'adéquation nutritionnelle très globale, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, bien sûr, on voit que ça ne change pas grand-chose. Au niveau de la sécurité nutritionnelle au sens du risque carentiel, ça ne change pas grand-chose. Bien sûr, on augmente le pourcentage de protéines végétales, on passe de à peu près 30% à 50%, si on fait ça. Et on augmente plus ou moins, mais pas mal, le niveau de consommation de produits ultra transformés. Ce qu'il faut signaler, bien sûr, c'est qu'il y a une assez grande variabilité selon les substituts végétaux, et c'est surtout ça, d'ailleurs, qui est intéressant dans les conclusions de cette étude-là. Ça varie beaucoup. Il y a des substituts pas mal fichus et qui plutôt améliorent la qualité de l'alimentation. Il y en a d'autres qui la détériorent très franchement. Ça dépend aussi de ce qu'ils remplacent, etc. Alors, une synthèse possible de ces deux voies, peut-être, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que pour certaines personnes, ça soit plus facile d'utiliser les substituts végétaux et que ça puisse être une première étape avant la révision complète de l'alimentation qui, elle, à mon avis, est nécessaire si on veut quand même essayer d'être sûr de bien faire en fin de compte. Mais ces substituts végétaux, il faudra les concevoir un petit peu autrement. Il faudrait faire un peu de la nutri-conception. C'est un terme que j'ai copié sur l'éco-conception, vous voyez. La nutri-conception, c'est-à-dire faire vraiment des analogues végétaux qui a un bénéfice nutritionnel quand on les utilise en remplacement, donc selon leur usage donné. Donc des choses simples, souvent, peut-être, sobres, durables, etc., tant qu'à faire. C'est après tout ce que je voulais vous dire sur ces possibilités de transition. Alors, c'est très grossier, évidemment, mais peut-être qu'on pourra répondre à des questions un petit peu plus de détail. Et je vous ai mis toutes mes coordonnées, etc., sur cette dernière diapositive. Merci beaucoup, j'ai un petit peu dépassé. Merci. Merci, merci François. Vous avez peut-être dépassé d'1 minute, c'est parfait. Il y avait pas mal de questions, j'ai vu que Didier Raymond avait commencé à y répondre, mais ça vaut peut-être le coup en fait qu'on reprenne les questions auxquelles vous avez répondu pour que peut-être tout le monde puisse en profiter. Je vais les prendre dans l'ordre chronologique. Une question qui est quel état des connaissances sur les facteurs antinutritionnels et sur les allergies des végétaux riches en protéines?
Alors, je vous laisse vous répondre qui veut, en fait. Je ne sais pas si… Sur les facteurs nutritionnels, Didier va répondre. Sur Allez-y. les allergies aux protéines, y a- les allergies aux aliments sont essentiellement dépendantes du fait que les aliments sont nouveaux ou pas dans un système alimentaire, dans une population. Donc, les allergies à la viande, c'est rarissime. Par contre, les allergies à des protéines végétales que nous n'avions pas l'habitude de consommer, ça peut survenir. Et ce n'est pas les plus fréquentes des allergies. Ce n'est pas vraiment un problème majeur de santé publique, mais c'est une réalité qui peut survenir. D'accord. L'autre partie de la question, c'est sur les facteurs antinutritionnels des végétaux riches en On protéines. avait parlé un peu, vas-y. Oui, je pense qu'il y a déjà beaucoup de connaissances, mais sur ces aspects-là, la problématique, c'est qu'effectivement, il y a énormément de variétés de végétaux, même à l'intérieur d'une espèce. Donc, il y a énormément de cultivars avec des taux qui peuvent être très différents pour ces facteurs antinutritionnels. Et puis, il y a des aliments qu'on consommait peut-être dans nos pays de façon pas très courante, mais qui sont consommés dans d'autres pays pour lesquels on n'a pas la même connaissance non plus. Donc, il y a pas mal de travaux à l'heure actuelle qui sont réalisés sur ces facteurs antinutritionnels. Après, comme je disais dans ma réponse tout à l'heure, on a quand même un gros avantage, c'est que à la limite, quand ils sont présents, ces facteurs antinutritionnels, et que c'est des aliments plutôt traditionnels, les gens ont pris l'habitude de les cuisiner de façon à ce que cet effet antinutritionnel soit le plus limité possible, ou ne consommer plus ces aliments-là. Ce qui est étonnant, c'est que les habitudes de cuisson, de préparation, en fait, vont dans le bon sens pour l'assimilation des protéines. Ça s'est fait naturellement ou instinctivement. On peut dire la même chose des milliers d'années d'adaptation. Hein. Voilà, on peut dire la même chose pour la combinaison céréales-légumineuses qu'on retrouve dans beaucoup de plats traditionnels. Alors, comme je disais, cette association, elle n'est pas forcément complète, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on retrouve dans les pays où il y a la possibilité un minimum de viande dans ces plats, par exemple dans le couscous ou dans le chili, il y a aussi un minimum de viande qui permet de garantir en fait un bon équilibre. Peut-être qu'il faut faire confiance à la tradition. Un petit commentaire peut-être, non pas sur l'allergie, mais sur la tolérance. Quand on veut changer ses habitudes alimentaires et se mettre à consommer davantage de produits végétaux et notamment de légumineuses, il faut y aller doucement parce que la tolérance n'est pas toujours parfaite. Si on applique si on se met à en manger 2 fois par semaine alors qu'on n'en consommait qu'une fois par mois, donc il faut y aller doucement. Et puis bien sûr, il faut bien avoir une bonne préparation alimentaire, mais il faut y aller doucement. Voilà, la tolérance, l'apport en fibres et parfois, pour les gens qui ont un microbiote qui n'est pas tout à fait branché, si je puis dire, il faut y aller doucement. Il y a peut-être un aspect psychologique là-dedans. C'est-à-dire que c'est difficile de changer complètement de régime d'habitude. Il y a le corps et puis l'esprit aussi qui… L'alimentation, c'est énorme d'un point de vue culturel, représentation, symbolique, etc. Oui, c'est absolument considérable, oui, c'est sûr. Ce n'est pas psychologique au sens propre. Bien sûr. Plutôt que l'alimentation a une dimension affective, symbolique extrêmement forte. Extrêmement forte. C'est les aspects dont parlait Nathalie au début. Je prends la question suivante. Y a-t-il des études sur le bon ratio protéines versus glucides ou protéines versus lipides à consommer dans notre alimentation? On parle de pourcentage, là. François, tu veux répondre? Ouais, si vous voulez. En fait, c'est un petit peu… Non, parce que… Enfin, je vais faire 2 réponses. Une qui est pour évacuer… moi, je pense qu'il ne faut pas raisonner les équilibres diététiques en termes de pourcentage de teneur en macronutriments. Voilà. Il y a que les protéines qui sont indispensables quantitativement, donc on peut caler un apport protéique minimal. Voilà. Ça c'est sûr. Le reste, les proportions, en fait, ça ne fait que refléter des caractéristiques de régime, en fait, finalement. Et donc, toutes les études qui ont essayé de savoir s'il fallait un peu plus de glucides, un peu moins de glucides, un peu plus de lipides, un peu moins de lipides, elles ont buté sur deux phénomènes, qui est que ces ratios-là ou ces proportions-là, finalement, ne faisaient que refléter les caractéristiques globales des régimes, les types de régimes qui étaient concernés. Et par ailleurs, ils ont buté sur un deuxième problème de fond, qui est la nature des glucides et la nature des lipides. Voilà. C'est beaucoup plus important, la nature des lipides, c'est beaucoup plus important que la quantité de lipides dans un régime. Et la nature des glucides, c'est beaucoup plus important que la quantité de glucides dans un régime. Voilà.
Après, on peut tomber dans le détail sur les effets métaboliques, etc. Mais c'est beaucoup lié à ça. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut arrêter de dérouter les gens sur des teneurs en macronutriments. Il faut plutôt leur parler de diététique au sens général, quoi. Oui, puis l'autre aspect, c'est quand même l'aspect quantitatif. C'est-à-dire que si en consommant beaucoup de glucides ou beaucoup de lipides, vous débordez le niveau énergétique, là, vous aurez des problèmes. Donc, je suis d'accord avec ce que dit François. C'est pas une histoire la qualité des lipides, la qualité des glucides, c'est tout à fait essentiel. Après, bon, il y a des gens qui prônent des régimes hypolipidiques. C'est jamais très bon, les extrêmes. C'est jamais très bon. Dans notre pays, il y a en général, on est en 35-40% de lipides, ça ne se passe pas si mal que ça. Et puis après, glucides, bon, effectivement, compte tenu de notre sédentarité, il faut peut-être avoir un apport glucidique un petit peu plus faible que ce que la population française a, probablement. Mais la qualité des glucides joue un rôle. Parce que finalement, je parlais de l'application Yuka, moi je l'utilise, beaucoup de gens l'utilisent, on n'en fait rien. Vous scannez votre produit, vous avez la répartition. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, Yuka. Ok. Mais ce que je comprends, c'est qu'il faut avoir une approche globale et pas point par point, et en plus, ça dépend de beaucoup de facteurs. La cuisson, l'association des différents nutriments. Alors, distinction entre viande rouge et volaille ou porc. Vas-y, Didier. Moi, je voudrais rajouter une question à celle-là, c'est parce que vous avez isolé la charcuterie, en fait. Ouais. Donc, ce serait charcuterie, viande rouge, volaille ou porc. Est-ce qu'on peut éclaircir un peu tout ça? C'est pas moi qui l'isole, hein, on l'isole comme ça dans les études épidémiologiques. Alors la charcuterie, c'est quand même particulier, hein, parce que ça, bien souvent, ça dépend des pièces. C'est très variable déjà aussi. On a des problèmes au niveau des études épidémiologiques parce qu'il n'y a pas de segmentation. Et la teneur en matière grasse, par exemple, d'un pâté et d'un jambon, ça n'a rien à voir. Il y a des procédés de transformation. C'est des produits qui sont souvent quand même très salés, qui sont très gras. Donc, ça justifie, je pense, qu'on fasse une classe à part, mais peut-être qu'il y aurait un avantage à faire un peu de segmentation à l'intérieur de cette catégorie, notamment quand on étudie les relations avec la santé. Après, quand on regarde un peu finement, effectivement, il y a cette classe qui est la viande de boucherie, qui va contenir effectivement aussi bien la viande de ruminant que la viande de porc. Pour nous, c'est un peu choquant d'ailleurs, parce que intuitivement, les gens disent que la viande rouge, c'est plutôt la viande de ruminant et que le porc, effectivement, quand elle est cuite, elle est blanche. Donc, on pourrait plutôt l'apparenter à une viande blanche. Mais quand on fait les études, dans les études épidémiologiques, on considère généralement cette classe-là. Après, les différences, je vois qu'elles commencent à s'estomper. Il y a une dernière étude assez longitudinale qui dit qu'en fait, notamment sur les maladies cardiovasculaires, il n'y a pas de différence entre la viande de volaille et la viande de ruminant. Ce que j'arriverai à comprendre, si c'est des morceaux et des morceaux qui contiennent finalement peu de matière grasse, en ce qui concerne la viande de ruminant, comme on la consomme dans nos pays en Europe. Donc, il y a les études épidémiologiques, on fait souvent la distinction quand même avec souvent un effet beaucoup plus neutre des viandes de volaille sur la santé que les viandes dites de boucherie, donc les viandes rouges. Hein. C'est assez parlant sur le cancer colorectal. C'est peut-être moins net sur les autres paramètres. Un petit commentaire sur la charcuterie, parce qu'il y a un problème au niveau de la charcuterie. Les études utilisent toujours les processed meat, qui sont souvent en anglais, c'est le red processed meat, les viandes transformées issues de viande rouge, mais ce sont souvent des études qui sont américaines. Parfois, elles peuvent être européennes aussi, comme études EPIC, mais il faut savoir que ce qu'ils appellent charcuterie, ce qu'on traduit charcuterie, correspond à quelque chose de très différent de la situation française. En France, on a 450 variétés de produits charcutiers différents. Aux États-Unis, quand on voit processed meat, c'est essentiellement bacon qui est préparé de façon très particulière, et puis saucisses ou éventuellement de la viande en conserve. Donc, c'est très différent. Le problème avec la charcuterie, comme disait Didier, c'est l'hétérogénéité. Et probablement, ce n'est pas les graisses qui sont responsables des effets, c'est la consommation excessive chez un consommateur qui a un style alimentaire. Et puis, les 150 grammes qui ont été définis sont quand même des chiffres qui sont particulièrement bas parce que les études épidémiologiques ne montrent rien en dessous de 50 grammes et montrent quelque chose au-dessus de 50. Et donc,
il y a peut-être là quelque chose qui mériterait d'être un petit peu, comment dire, réajusté. Mais bon, on attend encore d'autres études. Donc, attention à la définition des termes. D'accord, merci. On doit conclure dans 5 minutes. Alors, je ne vais pas reprendre mes questions qui ont déjà été résolues par Didier et Raymond. Merci, vous nous faites gagner du temps. On en verra tout le matériel après. Il y a une question sur les substituts de viande, mais on en parlera dans un webinaire ultérieur. Alors, question sur la santé. Est-il démontré que la consommation de produits animaux a des effets inflammatoires, sans que ce soit lié à la consommation de protéines d'origine animale d'ailleurs? Oui, alors, cet effet? je peux commencer, puis François, tu compléteras. Sur les produits laitiers, il y a plutôt un effet anti-inflammatoire. Sur les produits carnés, je ne connais pas d'études qui montrent des choses importantes. Par contre, le style alimentaire occidental, Western Diet, est plutôt associé à une petite composante inflammatoire, mais ce n'est pas forcément lié que à la viande, c'est aussi le style alimentaire. Donc, voilà un petit peu, en gros, ce qu'on peut dire. Et une alimentation végétale peut-être plutôt un effet favorable, mais c'est l'ensemble à nouveau. Je ne sais pas, François, si tu veux. Oui, non, mais c'est ça, c'est des grands profils, quoi. Surtout pour ce qu'on sait. C'est toujours pareil, hein, on se plaint toujours de ne pas avoir le détail, on aimerait bien distinguer les sous-types. Mais en fait, c'est quand même difficile, voilà, parce qu'on n'a pas quand même une capacité de résolution très, très avancée. Ce qu'on sait sur l'inflammation, c'est à peu près ce qui vient d'être dit. C'est des grands types de régimes, de relations avec des phénomènes inflammatoires. Alors, l'inflammation, bien sûr, c'est intéressant, c'est important comme processus physiopathologique. Mais il ne faut pas non plus se concentrer là-dessus. Vous voyez, il ne faut pas que les gens se concentrent sur finalement des critères intermédiaires, parce que l'inflammation, ça n'a intérêt que dans la mesure où ça favorise le développement des maladies cardiovasculaires, par exemple. Autrement, ce n'est pas très important. Donc, il faut vraiment voir directement les relations avec les… Il faut arrêter de faire des mécanistiques, quoi. C'est bien, c'est pas bien, c'est vraisemblablement… Enfin, c'est juste de dire que les associations sont probablement causales, etc., par où ça passe. Et après, il faut voir comment on fait pour le diminuer. Parce que sinon, bah, un coup, c'est le microbiote, après, c'est l'inflammation. Oui, mais alors sur l'inflammation, mais sur le microbiote, et après, on ne sait pas. Je pense qu'il faut essayer de dégager quand même pour les gens des grandes relations, quoi, voilà, à l'échelle des régimes, à l'échelle des critères finaux, c'est-à-dire les maladies à long terme, différents types de maladies à long terme, et puis les risques à court terme. Merci. J'ai une question peut-être plutôt pour Nathalie. C'est avec les discours ambiants qui visent à… Je ne sais pas si Nathalie est là. On ne la voit pas, mais vous êtes là. Oui. Merci. Avec les discours ambiants qui visent à réduire sa consommation de protéines, comment argumenter Je suis là. Vous m'entendez? Bon. Je n'ai pas entendu la fin de la question. Ah, c'est un peu haché. Vous pouvez peut-être la lire aussi dans QRR, question et réponse. Avec les discours ambiants qui visent à réduire sa consommation de protéines, comment argumenter face à des patients dénutris ou des personnes âgées ayant des besoins protéiques augmentés? De la même façon que je pense, pour résumer tout ce qu'on a dit, c'est un équilibre global et il faut reparler des aliments et des catégories d'aliments pour éviter toute carence. Donc, le régime alimentaire de quelqu'un dénutri, ça doit se travailler en global. Et on peut pas, je pense qu'il faut absolument éviter de parler de catégories de nutriments. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Reparler de l'équilibre global, de comment est-ce qu'on construit une alimentation équilibrée avec tous les… en fait, c'est le fait d'enlever certains aliments qui va provoquer plus de dégâts que… Donc, c'est une bonne répartition. Donc, je pense que sur cette question-là, c'est vraiment très individuel. Un patient dénutri, c'est une approche globale qu'il faut avoir. Il y a même l'activité physique, d'ailleurs, qui va réguler l'appétit, etc. Donc, je pense qu'on ne peut pas travailler de manière spécifique en parlant de nutriments quand on parle aux consommateurs. D'ailleurs, Jean-Michel l'a bien redit tout à l'heure, les applis, ça ne sert à rien, mais à rien. Ça ne sert qu'à angoisser, puisque ce que j'ai dit, on peut être gros en mangeant que de yucca avec une bonne note. Ça va être l'aspect quantitatif. Par contre, c'est vrai que ça a permis d'optimiser, ça a permis de prendre conscience, d'augmenter peut-être le niveau. Mais le problème, c'est qu'il faut un tel niveau pour pouvoir absorber cette complexité que ça a plutôt des effets négatifs que des effets positifs. Donc, je pense qu'il faut se recentrer sur la répartition des aliments et la conjugaison des aliments les uns avec les autres. C'est très clair. Je vais conclure. Alors, il y avait une dernière question sur les sportifs qui prennent des protéines purifiées. Je vais aussi renvoyer à
peut-être aux innovations, au dernier webinaire de l'année sur les innovations autour des protéines. Je voulais conclure. Donc, tout le matériel que vous avez vu sera disponible sur, on vous l'enverra par mail ou sur le LinkedIn de Xfood. Je voulais vous remercier beaucoup. Nathalie, vous n'êtes pas au volant, vous êtes, non, vous êtes à la place du mort. Donc, d'accord. Merci beaucoup François, Jean-Michel, Didier et Nathalie pour vos interventions. Très, très pointues, très précises aussi. Ça va vraiment dans le sens de ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire éclairer les controverses. Il n'y a pas eu de controverse parce que je sens vraiment entre vous une forme de consensus, scientifique, une très bonne connaissance de l'alimentation. Maintenant, le rôle peut-être de vous, et puis de nous, et puis de tous ceux qui travaillent autour de ça, c'est de communiquer et de faire évoluer cette prise de conscience qui va passer par des messages simples et pas des messages biaisés aussi. Et je comprends aussi que c'est peut-être il faut avoir une approche holistique, comme on l'a dit au début, de l'alimentation et pas nutriment par nutriment. Voilà, merci encore. Et si je peux rajouter, c'est que d'accompagner les entreprises agroalimentaires, qu'elles ne fassent pas de communication justement sur un angle, qu'elles fassent une communication globale basée sur des preuves scientifiques qui font consensus et pas de s'engouffrer dans des communications qui soient trop anglais parce qu'on voit bien que c'est une approche globale. Donc, c'est ce qu'on fait chez nous sur la base d'évidence, donc de preuves scientifiques. Voilà. Et on pourrait dire la même chose à certains journalistes. D'accord. Oh oui, mais il s'améliore, Oui, effectivement. À bientôt. Bonne soirée. On essaie de finir à l'heure. Il est 32. Au revoir. Merci. Ouais, au revoir. Merci. Au Salut, revoir. merci.